Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Après une semaine d'interruption, je suis de retour avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, pendant cette semaine d'interruption ou d'absence, l'actualité n'a pas chômé. Et j'allais dire, tout seigneur, tout honneur, on commence par Microsoft, qui nourrit un peu l'actualité de ces deux dernières semaines. Alors on va commencer par Ignite, oui, je pense que c'est le nom qu'il faut dire, oui, qui est la grand-messe annuelle, une des grands-messes annuelles de Microsoft, avec un certain nombre d'annonces, et notamment une sur la nouvelle version de Windows Server. Oui, effectivement, vous avez dit pas mal de choses. Bon, donc, Ignite, c'est la conférence orientée utilisateur, et donc ils ont fait l'annonce de Windows Server 2019, donc c'est on sait qu'ils ont toujours un petit peu d'avance, donc elle va être disponible à la fin de l'année, et donc c'est une nouvelle version, avec l'idée qui va maintenant prévaloir à la fois pour les versions clientes et serveurs, qu'il va y avoir des mises à jour de manière beaucoup plus rapprochée, donc moins importante, mais plus rapprochée. Donc Microsoft est établi sur le marché des serveurs depuis 25 ans maintenant, ça fait longtemps, on a démarré avec Windows NT depuis, c'est en 94, et donc elle sera proposée en 3 versions, donc il y aura une version standard et data center, donc ça c'est plutôt orienté grandes entreprises, et puis une version essential pour les PME. Et parmi les nouveautés, il y a une console d'administration qui permet de déployer plus facilement tout ce qui est solution d'hyperconvergence et de cloud. Donc voilà. Une version orientée cloud en tout cas, on peut dire ça comme ça. Alors ça c'était la côté un peu peut-être positif, moins positif on va dire du côté de chez Microsoft, c'est un peu le raté d'une nouvelle version de Windows 10 à peine arrivée, déjà retirée. Oui, alors effectivement c'est la nouvelle version de Windows 10, la version d'octobre. Maintenant on sait que c'est tous les 6 mois il y a une mise à jour, parce que plus que des nouvelles versions c'est une mise à jour, et cette mise à jour a été tellement catastrophique, entraînant parfois des effets sur les PC assez redoutables, puisque effacement de données par exemple, et donc Microsoft l'a retiré tout simplement pour l'instant, donc le reproposera un petit peu plus tard. C'est un peu dommage parce que Windows 10 c'était un succès. Il y a eu des beaux succès. Il y a eu Windows XP qui a duré très très longtemps. Après, il y a eu des choses qui ont été beaucoup moins bonnes. Windows 7 a été très bien. Windows 8 ça a été un échec total. Windows 10 était bien. Puis là, petit bug. Espérons que espérons qu'il n'y a pas trop d'utilisateurs qui ont des conséquences embêtantes. Et 2, que Microsoft va proposer la bonne version très rapidement. Alors on change complètement de sujet et d'univers. On parle de la SNCF à l'occasion d'un événement IBM qui a annoncé qu'il basculait, alors j'ai pas bien compris, tout ou partie de son infra sur le effectivement, une bonne partie de son infrastructure sur le cloud, et là c'était à l'occasion de la conférence Sync 2018 organisée par IBM, donc la représentante de la SNCF, donc évidemment expliquait la partie, donc c'est les données de transport qui vont être mises sur le cloud d'IBM, mais en gros la SNCF a défini sa stratégie cloud sur 3 opérateurs, donc AWS, et ça paraît assez normal, enfin assez logique en tout cas, Microsoft, Azure et puis IBM. Et à cette occasion, donc Nicolas Sekaki faisait part d'un certain nombre d'évolutions et d'avancements, et en particulier donc Watson commence à gagner des marchés. Maintenant on a attendu, il y a eu le Crédit Mutuel, et puis il y a eu Gearbest, c'était une société qui fait de l'instrumentation médicale, et là elle a signé avec Generali, donc ça commence à faire son chemin, et il a bien indiqué que a priori on pourrait penser que ces applications pourraient permettre à IBM de faire un retour sur le grand public, et la réponse a été clairement non, il est hors de question, on va rester sur le modèle des applications pour entreprise. Alors on continue à passer en revue le spectre, sans jeu de mots, de l'actualité. Et c'est aussi, on parle de Verizon, ou Verizon d'ailleurs en bon anglais, qui annonce son premier réseau 5G. D'autant plus intéressant d'ailleurs qu'on était la semaine dernière au Ericsson Day, et Ericsson, qui est évidemment un des promoteurs de la 5G, soulignait un peu le retard français. Des Européens, on va dire, parce que c'est pas spécifique à la France. Donc là, évidemment, c'est pas la mise en œuvre de la 5G sur tout le territoire américain. Pour l'instant, c'est un peu plus limité, mais enfin, c'est quand même dans 4 villes. Donc il y a Sacramento et Los Angeles en Californie, Houston, c'est quand même de Texas, et puis Indianapolis dans l'Indiana. Et donc c'est
un des cas d'application de la 5G, là en l'occurrence, c'est le très haut débit. Hein, parce qu'on se dit 5G, tiens, c'est le téléphone et tout. Non, puisque il n'y a pas de smartphones qui sont 5G, donc ça ne marche pas. Là, c'est un des cas d'utilisation, donc c'est le très haut débit, sachant qu'il y en a d'autres. Hein, justement, Ericsson les présentait lors de sa manifestation à Paris. Il y a évidemment le cas de téléphonie sans fil, et puis il y a tout ce qui est... Internet des objets, bien sûr. Voilà, alors Internet des objets, donc massive Internet des objets, ça c'est une chose, et puis ce qu'ils appellent la communication critique entre machines. Et en particulier, on peut comprendre assez facilement, par exemple, le téléguidage de robots à distance, on comprend bien que c'est critique, ouais. Ou la conduite de véhicules autonomes, on voit bien que c'est critique. Et finalement, ce sont ces deux dernières familles d'applications, IoT et communication entre machines critiques, qui vont prendre la plus grosse part du marché, selon Ericsson, qui prévoit 800 milliards de revenus additionnels pour les opérateurs entre 2018 et 2026, c'est 600 milliards pour ces deux applications-là. Donc c'est pas la 5G au téléphone, qui va évidemment arriver un jour et qui permettra une évolution intéressante, mais c'est ce type de nouvelles applications. Et alors pour conclure cette brève passage en revue de l'actualité de la semaine, on parle de Snowflake, dont on a reçu le cofondateur il y a 6 mois à peu près, hein, oui. Qui est, on le rappelle, d'origine française, et qui avait annoncé à l'époque une levée de 400 millions de dollars, et j'allais dire rebelote, mais là c'est une belote quand même voilà, donc significative. Effectivement, ça porte à c'est 450, donc ça fait 2 fois 450, un peu plus. On est à plus de 900 millions de dollars en tour de table levé, donc c'est quand même très important, et comme vous le disiez, Snowflake, alors Snowflake, ils font quoi? Ils se présentent comme un éditeur de data warehouse pour le cloud. Donc on va dire base de données pour le cloud, conçu pour le cloud. Et donc, comme vous le disiez, ce sont 2 Français qui ont créé cette entreprise, donc c'est une belle réussite. Donc Benoît Nageville et Thierry Cruan. On a d'ailleurs aussi on avait été, voilà. Et donc un point important, c'est qu'ils ont été rejoints par Bob Buglia, donc qui n'est pas un inconnu chez Microsoft, hein, c'est un grand responsable de Microsoft. Donc je dirais que c'est un attelage qui est quand même, ils ont à la fois maintenant les fonds, et puis ils ont l'expérience, à la fois technique. C'est 2 anciens d'Oracle, ils ont l'expérience du marché, de la stratégie, Bob Muglia. Donc ces 900 millions de dollars portent la valorisation de l'entreprise à 3,5 milliards de dollars. Donc c'est quand même une belle licorne. Une belle licorne qui malheureusement s'est déployée aux États-Unis et pas en France. Bon, éternel sujet. Notre grand sujet de la semaine, si je puis dire, c'est les projets informatiques, qui est vraiment le quotidien de nos lecteurs, j'imagine. Et avec une étude qui montre que malheureusement, un projet sur 2 n'aboutit pas. Oui, alors ça peut paraître effectivement complètement étonnant. C'est une étude qui a été commanditée par Appian. Donc Appian, en gros, c'est un éditeur de développement d'applications sans trop utiliser de code. En gros, c'est programmé sans langage de programmation, pour le faire vite. Et c'est une étude qui a été réalisée par IDC, donc qui, comme vous l'avez dit, montrerait que un projet sur 2, donc ça veut dire une application ou une amélioration substantielle d'application, n'aboutit pas. Ce qui est quand même c'est incroyable. Assez désespérant. Alors, évidemment, aboutit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet démarre pas, le projet démarre mais il n'aboutit pas, ou le projet, enfin l'application ne correspond pas des besoins, des attentes des utilisateurs. Donc ce dernier point d'ailleurs est un petit peu, il faut nuancer. Mais donc le résultat est là et c'est très, enfin on peut se dire, c'est assez embêtant. Alors évidemment les DSI sont ils sont pris un peu entre 2 feux, c'est-à-dire un point important, c'est que en gros les utilisateurs maintenant ils ont l'habitude de télécharger des applications sur leur smartphone, etc. Donc ils ont un besoin, ils pensent qu'une application va régler ce besoin et donc ils vont voir la DSI en lui disant il me faut ça. La DSI dit bah oui mais attendez il faut quand même réfléchir un petit peu et tout. Ils disent c'est soit ça, soit attendre, soit en gros ils ont la crainte que ce soit du shadow IT, c'est-à-dire qu'en gros les utilisateurs vous n'êtes pas capable de me le fournir dans les 6 mois qui viennent. Je vais le chercher directement. Donc les DSI sont pris un petit peu entre 2 feux. Et donc en gros cette étude portait à quasiment 200 demandes de nouvelles applications ou d'améliorations substantielles par an. Donc ce qui est effectivement considérable. Et donc l'idée que les utilisateurs ou que des décisions prises par les DSI dans la
rapidité, enfin de manière un peu sans urgente, oui, dans l'urgence, fait que ce que cette étude appelle la dette technique, c'est-à-dire qu'en gros, ce que ça va coûter de mettre en place une application qui répond pas à toutes les spécificités techniques et fonctionnelles, et cette dette technique est effectivement très très importante. Donc, je dirais que c'est un peu, comment dire, je sais pas, désespérant ou déprimant, mais ça veut dire que... En tout cas, il n'y a pas de sortie évidente, il n'y a pas de solution évidente. Il n'y a pas de solution évidente, et puis on parle sans arrêt de transformation numérique, on est vraiment dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'auparavant, dans tout ce qui est déploiement d'applications traditionnelles, on savait qu'il y avait... Je ne vous reparle pas de Meurice, parce que Meurice était à 5 ans, donc là, on est complètement hors des clous, mais il y avait un cycle de plusieurs mois pour déployer, et donc ça, les utilisateurs ne même plus entendent parler. Sauf que si on fait ça de manière, je dirais, tout à fait qui ne respecte pas les règles, on arrive à ce genre de résultat. Donc ça mérite quand même un peu de réflexion. Bon, bah écoutez, on laisse nos lecteurs le soin de réagir éventuellement, parce que ce sont des situations qu'ils vivent, j'en suis persuadé, au quotidien. Ça, c'était pour l'actualité de la semaine. La semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon, l'événement, c'est OVH Summit. Voilà. Oui. D'ailleurs, je note au passage que parmi les fournisseurs de cloud de SNCF, il n'y avait pas d'offreur de cloud français. Ce sera l'occasion de poser la question effectivement, à Michel Paulin, qui est tout à fait. Alors, DG. Donc, OVH qui se présente comme le leader du cloud européen. Donc, c'est comme ça qu'il se présente sur le OVH Summit. Donc, a lieu effectivement ce jeudi à Paris, donc au Paris Event Center, qui est près de la porte de la Villette. Et là, il y aura évidemment donc Octave Klaba, qui est le fondateur. OVH a été créé en 99, donc c'est quand même, ça fait près d'une vingtaine d'années. Enfin, c'est quand même un des grands succès de l'informatique française. Comme vous le disiez, Michel Paulin, qui est maintenant directeur général, qui est un ex-télécom qui a fait un petit peu tout, à la fois dans les ministères, dans les cabinets. Vieux routier du monde des télécoms. Oui, dans son dernière étape de son parcours, qui était donc responsable de SFR, donc qui a rejoint OVH, ce sera sa première présentation. Et puis il y aura des gens de l'OpenStack, il y aura des gens de VMware, donc je dirais que c'est maintenant le rendez-vous presque incontournable du cloud européen, et c'est à Paris. Donc là, pour le coup, c'est un coup de chapeau. Alors, OVH fait quoi? C'est quand même donc c'est un succès. Bon, il faut mettre des chiffres derrière. C'est l'année dernière un chiffre d'affaires d'un peu plus de 400 millions d'euros. Donc c'est significatif. Évidemment, on est loin d'AWS ou d'Azure, mais enfin, c'est quand même, ça devient significatif. Et c'est plus de 2000 personnes. Donc c'est vraiment une belle réussite. Très bien. Bah, écoutez, rendez-vous donc cette semaine à l'OVH Summit. Et puis on termine, je vais y arriver, par un autre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors, bis repetita placent. Oui, alors là, effectivement, chaque semaine, c'est son lot de désolation. Cette semaine, c'est Google. Il y a eu Facebook, maintenant c'est Google. Donc en gros, ils en ont profité pour fermer leur réseau social, qui a été un échec. Ce qui montre que même parmi les acteurs, je dirais, les plus visibles du cloud, ils n'arrivent pas à tout faire. Et ça veut dire que sur Internet, une fois qu'on a pris une place, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour être délogé, c'est difficile. Donc le réseau social a été un échec total. Et donc là, il y a eu une brèche qui a fait qu'il y a eu récupération de données de 500 000 utilisateurs. Bon. D'ailleurs, je coupe, on peut se demander quand même, Google, quand tu réfléchis bien, à part le moteur, à part le Gmail, qu'est-ce qui marche? Oui. Et ça a été, en termes d'innovation... On en reparlera une autre fois. Donc vous allez me dire, 500 000, c'est pas grand-chose. Hein. Facebook, c'était 50 millions, donc c'est 100 fois moins. Du nombre. Voilà. Mais bon, c'est quand même significatif. Donc... et alors ce qui est le plus grave, c'est qu'en fait Google savait ça depuis le mois de mars et qu'ils ont caché l'information. On a bien compris d'ailleurs qu'avec le GDPR, maintenant en Europe, c'est plus possible. D'ailleurs, ils doivent répondre à quelque chose. Et alors ils ont caché parce qu'il y avait des sanctions financières à la clé. Donc on a l'impression que ça se répète et on ne voit pas vraiment d'issue à ça.
Et puis pour conclure, on veut pointer quelque chose. Oui. Un livre sur l'IA qui a été traduit par une IA. Exactement, donc c'est un livre sur le deep learning qui a été traduit de manière automatique. Alors on voit bien, Google Translate a fait beaucoup de progrès, hein, donc on voit bien que ces outils maintenant sont quand même assez évolués. Donc là c'est tout un livre sur le deep learning traduit en automatique. Et Benjamin Gage, qui est un chercheur à l'INRIA qui a travaillé sur le projet, explique en gros cette traduction automatique représente 80% du projet et qu'il y a eu quand même une intervention humaine qui représente 20%. Mais enfin, c'était quand même quelque chose à signaler et vraisemblablement, c'est un outil qui va être utilisé. On voit bien que c'est un domaine qui est quand même très, très particulier. Alors évidemment, pour traduire un roman, ça paraît peut-être un peu inadapté. Encore plus compliqué. Mais là c'est un livre sur un sujet technique. On voit bien que sur tout un tas de sujets dans des domaines très différents, ce sont des outils qui vont être utilisés assez rapidement. Très bien, on conclura là-dessus. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.